Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission, votre numéro spécial consacré aux feux de forêt. Actualité oblige, vous le savez, plusieurs feux de forêt, incendies meurtriers ont ravagé plusieurs wilayas du pays. En tout, 18 sont condamnés. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a d'ailleurs décrété un deuil national de 3 jours dès demain, jeudi 12 août. Avec une suspension provisoire des activités gouvernementales et locales, mis à part bien sûr à l'exception des actions de solidarité. Le bilan des victimes ne cesse malheureusement de s'alourdir. Le dernier fait état en tout de 65 morts. Alors, parmi eux, bien 37 civils et 28 militaires. On déplore également de nombreux blessés dans une bonne douzaine de militaires, malheureusement, qui se trouvent actuellement dans un état très grave. On rappelle aussi que la majorité des victimes a été enregistrée du côté de Tizi Ouzou, wilaya donc la plus touchée par cette vague d'incendies meurtriers. Puis vous le savez, les Algériens ont fait preuve d'une immense générosité, comme à leur habitude, d'un immense élan de solidarité pour les familles sinistrées, les familles dans le besoin, démunies, pour leur apporter aide et assistance. Les citoyens se mobilisent à travers tout le pays pour aider ces personnes, ces familles dans le besoin à l'heure qu'il est. Et pour en débattre, très bien, j'ai le plaisir de recevoir Djemal Rahim. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller auprès du ministère de la Solidarité nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de votre invitation. C'est important. Et puis, vous le savez, les efforts des éléments de la protection civile et de l'armée nationale populaire, également de la direction générale des forêts déployées sur le terrain depuis donc lundi, sont plus qu'à saluer. Ils sont mobilisés, ils poursuivent ces efforts pour circonscrire tous ces incendies. Puis le chef de l'État est très clair. Eh bien, tous les moyens humains et matériels pour venir à bout des flammes seront mobilisés. Les départements ministériels sont à pied d'œuvre pour maîtriser la situation dans les régions sinistrées et sont mobilisés pour venir en aide aux familles affectées par les dégâts de cette terrible catastrophe. Alors selon le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, il est loin d'être le seul à l'affirmer, à le souligner, les premiers indices laissent penser qu'il s'agit d'incendies meurtriers, criminels. Les responsables de ces actes, bien sûr, devront lourdement payer. Nous recevons justement le procureur général d'Alger, Sid Ahmed Mourad. Bonjour. Bonsoir. Bonjour madame. Merci d'accepter notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Nous évoquerons avec vous, bien sûr, entre autres, les peines encourues par ces criminels pour avoir déclenché, allumé ces feux de forêt qui ont coûté la vie, on le rappelle une fois, à 65 personnes. Alors certes, nous ne parlons jamais assez de ces pertes humaines, du lourd bilan humain de ces incendies. Il y a également un autre volet, donc le volet qui concerne les dégâts matériels également, que nous allons aborder via Skype avec notre invité qui nous attend patiemment, l'économiste et l'enseignant universitaire du côté de Tizi Ouzou, Mohamed Achir. Nous rejoindrons également via Skype notre correspondant à Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, qui suit heure par heure la situation sur place pour vous tenir au courant, bien sûr, des derniers développements de la situation. Alors nous contacterons également par téléphone Mohamed Lounis, le président de l'APC de l'Arba'a à Nefersen, et Hakim Al-Hajj, président du comité du village Eit Saada. Voilà pour le programme de ce numéro spécial exclusivement consacré à ces feux de forêt, donc qu'on peut qualifier quand même de catastrophe nationale. Alors, c'est avec vous que nous allons commencer. Djemal Rahim, ça va? Ça va, oui. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller au ministère de la Solidarité nationale. Alors, comme à chaque moment difficile, on remarque un véritable, un fabuleux, un merveilleux élan de solidarité. Donc, les pouvoirs publics s'organisent aussi, organisent aide et dons envers les familles sinistrées. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qui a été fait jusqu'à maintenant par le département de la solidarité? Merci. Avant tout, je dirais qu'actuellement, l'Algérie est en deuil suite à ces moments difficiles. نقدم تعازينا الحارة إلى جميع الشهداء الذين سقطوا في هذه المنطقة، وأخص بالذكر الجيش الوطني الشعبي الذي يضرب مثلا في التضحية. Donc, en cette douloureuse situation, je dirais que le secteur de la solidarité nationale, à l'égard des autres secteurs ministériels, font preuve de présence. Donc, notre présence en cette circonstance et en ces temps difficiles s'articule sur un volet très spécial, c'est le volet de la prise en charge psychologique. Oui. Donc nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres secteurs ministériels qui luttent actuellement contre les incendies qui font ravage, qui font beaucoup de dégâts matériels.
mais le plus important, c'est l'humain, c'est les pertes humaines. C'est pour ça que d'assister ces familles, oui. on est en train d'assister et d'apporter notre soutien psychologique. Aussi, on est en train d'organiser cet élan de solidarité nationale. Tous les Algériens, maintenant, ils sont tous unis pour faire face à tout besoin de cette wilaya. Je dirais que Tizi Ouzou est une wilaya révolutionnaire qui a fait ses preuves auparavant et que maintenant toute l'Algérie est debout face à cette circonstance difficile. Et l'aide actuellement qu'on voit, ce qu'on voit actuellement à travers plusieurs événements, c'est des gens, c'est des civils qui n'appartiennent même pas à des associations, qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Des bénévoles, tout simplement. C'est des bénévoles. Ça veut dire que cet élan de solidarité doit être organisé afin de permettre l'acheminement des aides nécessaires. Je sais qu'actuellement, au niveau de ces régions, ils ont besoin de médicaments plus qu'autre chose. Il y a un élan de solidarité interne à cette wilaya. Les habitants qui se mobilisent, mais aussi les habitants hors wilaya qui se mobilisent aussi. C'est pour ça qu'on dit maintenant qu'on doit canaliser, qu'on doit aider à l'acheminement des aides au moment opportun. Actuellement, au niveau de cette wilaya, il y a un accompagnement pour ces familles qui sont en train d'être logées soit dans des établissements scolaires, soit dans des aires spécialisées qui ont été conçues pour accueillir ces familles. Donc, toutes les aides actuellement sont acheminées. Les caravanes de solidarité actuellement, à travers notre ministère, sont régularisées, mais au niveau local aussi. Au niveau local, je dirais que l'élan de solidarité, que la commission de wilaya chargée de canaliser ces aides, on est en train de mettre sur terrain un mécanisme efficace afin de permettre l'acheminement des aides et surtout de l'acheminement des aides nécessaires. Moi, je parle des médicaments. Il y a des caravanes d'aide. Les caravanes, maintenant, on a eu aujourd'hui une première caravane qui s'est vers Tizi Ouzou. Demain, on aura une autre vers la wilaya de Béjaïa. Ce qui fait, on est en train d'organiser. Et actuellement, Madame la ministre vient d'installer une cellule de crise au niveau dans notre secteur de département ministériel qui va suivre de près et d'apporter toutes les solutions demandées, toutes les aides demandées aussi dans d'autres wilayas. Il n'y a pas que, actuellement, il n'y a pas que Tizi Ouzou et Béjaïa qui sont touchés, il y a d'autres wilayas aussi. Il y a 18 wilayas, ce qui fait cela, vu l'ampleur de ces dégâts, on est appelé à s'organiser et je salue l'élan de solidarité du peuple algérien. Le peuple algérien, lorsqu'il s'agit de son intégrité, de sa sécurité interne, tout le monde se mobilise et l'élan de solidarité qu'on voit dans ces régions-là nous appelle à les saluer et à rendre hommage aussi à nos martyrs. Ces martyrs-là ne doivent plus... on doit garder leurs souvenirs à travers le travail qu'on doit faire sur le terrain. C'est la meilleure solution. Et puis qui sont sacrifiés donc, pour sauver plus d'une centaine de vies humaines. De vies humaines, oui. Tout à fait. Alors les Algériens, on sait, donc un élan de solidarité magnifique qui ne date sûrement pas d'hier. Donc les Algériens font preuve encore une fois d'un grand sens de la responsabilité. Alors quel est le message que vous voulez passer à tous ces généreux donateurs? Comment doivent-ils aussi s'organiser pour acheminer tous ces dons? Au niveau de chaque wilaya, il y a un comité de solidarité locale. Donc, moi, je préconise que ces aides doivent être acheminées vers ces instances afin de permettre de canaliser et de mieux distribuer ces aides dans les régions où on constate qu'il y a un besoin réel. Donc, toute cette élan de solidarité est la bienvenue. Je dirais toutes les contributions, soit des gens, soit des bénévolats, soit des associations, soit des organismes, autres organismes que les associations, ils sont la bienvenue dans le cadre du dispositif qui a été mis en place par notre département ministériel et les autres départements ministériels. Je spécialise le ministère de l'Intérieur à travers soit à travers les wilayas. Donc, moi, je demande est-ce que toutes les aides doivent être acheminées vers des créneaux bien fixes afin de permettre de canaliser et de
d'acheminer ces aides vers les zones qui en ont réellement besoin. En fonction des besoins aussi. Oui, bien Et sûr. puis Mais je pense que l'élan de solidarité actuel est un élan de solidarité très important. Totalement. Très important. Ce qu'on voit actuellement, soit dans nos rues, soit dans les médias, ce qu'on constate, c'est un élan de solidarité qui mérite d'être salué. Et à travers ce canal Algérie, on salue les Algériens pour leur patriotisme et d'être unis au moment opportun. Et oui, on a la main, on travaille toujours la main dans la main. Alors, Monsieur Djemal Rahim, quels sont les besoins identifiés? De l'eau, de la nourriture, des denrées alimentaires, quel autre besoin? À part, c'est plusieurs, on parle. C'est pour monsieur et madame qui nous regardent et qui aimeraient bien justement faire des dons. Donc soit des effets vestimentaires, soit de la laiterie, les médicaments, les denrées alimentaires, tout ce que ont besoin les familles algériennes pour leur vie quotidienne. Je pense que beaucoup de familles maintenant ont besoin de ça parce qu'ils ont été délocalisés suite aux incendies qui ont fait ravage dans ces zones-là. Donc tout ce qu'ils peuvent être rassemblés à travers un travail bien organisé. Moi, je parle de l'organisation. Il ne s'agit plus de faire un travail en amont. On doit le faire en amont. On doit s'organiser en amont avant d'acheminer les aides vers les points qui vont être soit désignés pour accueillir ces aides. Totalement. Alors, vous avez, j'imagine, du personnel mobilisé, des moyens également. Est-ce qu'on peut avoir une idée des moyens humains et matériels mobilisés? Donc, en dehors de nos cellules de proximité qui ont l'habitude de faire face à ces drames, il y a aussi ce qu'on appelle les comités de wilaya à travers nos gestionnaires des filets sociaux au niveau des communes qui prennent part à ces tâches-là. Je pense que maintenant, on est bien outillé, même au niveau wilaya. Donc, l'Iwali, à travers les comités de solidarité, ont pu mettre sur place soit un plan d'intervention et un plan d'acheminement de ces aides. Moi, je pense que maintenant, au niveau local, tout a été fait, tout est prêt pour accueillir, acheminer et accompagner aussi les familles. Je parle aussi du soutien psychologique qui est plus important maintenant. Après que le travail soit de la protection civile, soit des services des forêts et des forces de sécurité lorsqu'ils vont stabiliser, mais c'est le relais qui va être pris en charge par la solidarité nationale dans le cadre soit de la gestion du psychotrauma et ça résulte, on aura beaucoup d'événements à gérer suite à ces drames-là. Donc les psychologues sont les bienvenus pour prendre part avec nos équipes qui sont mobiles. Je parle aussi là des cellules de proximité qui sont outillés, qui sont formés pour prendre part et prendre en considération tout ce qui a été engendré par ce drame-là. Totalement, totalement. Et puis on pense à ces familles sinistrées qui se retrouvent sans maison. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour ces familles? Il y a des logements de prévus? Non, il y a des espaces qui ont été préparés et conçus pour... Vous dire logements provisoires, bien sûr. C'est des logements provisoires en attendant que les autorités locales prennent en charge à travers le besoin qui sera exprimé. Donc je pense que l'État algérien n'a jamais abandonné ses citoyens. Et surtout, lors des circonstances pareilles, toutes les autorités, soit autorités de wilaya, ont été instruits par le président de la République de faire face à cette situation et de prendre les mesures nécessaires afin de garder aussi toutes ces familles dans le cadre, soit dans les espaces qui ont été conçus, ils vont être pris en charge en attendant de trouver les solutions adéquates à chaque situation. Totalement, surtout qu'il y a cette crise sanitaire aussi, donc il faudra quand même espacer les personnes, tenir compte des mesures barrières, bien sûr. Actuellement, l'ampleur de la situation, la gravité, c'est tous ces événements se coïncident avec la pandémie de Covid. Oui. Et donc, on aura à demander aux gens d'être patients, oui, de respecter les protocoles sanitaires. Et je pense qu'en fin de compte, l'Algérie sortira, Inch'Allah. On le souhaite très très fort. On souhaite très très fort. Alors, Sidi Ahmed Mourad, procureur général d'Alger, j'arrive à vous. Alors, ces incendies qui sont d'origine criminelle ne resteront bien sûr
bien sûr pas impunis et la loi est avec certitude très sévère pour ce genre de crime. Monsieur Sidi Ahmed Mourad. Effectivement, donc je reviendrai d'abord avec les mots dont mon collègue vient de commencer. J'ai une pensée, nous avons tous une pensée pour ces victimes. Je m'adresserai à eux en ma langue maternelle, qui est aussi le kabyle. Donc je dirais Difkar Biswar et Mouzen الواش Difkar Bihello et Widi Jarhan, Inch'Allah. Donc voilà, pour revenir à cette situation, c'est une situation dramatique. Nous avons la conviction, nous avons cette conviction ferme que les actes que nous sommes en train de vivre depuis 24 heures ne sont pas le fruit du hasard. C'est des actes qui sont prémédités. Oui. C'est des actes de par leur timing, de par leur conception, ne peuvent en aucun cas être des faits qui sont générés par le fruit du hasard ou de la nature. Donc, c'est des faits à caractère criminel. Oui. Des enquêtes sont en cours. Pour ce qui est de l'arsenal juridique, nous sommes très très bien outillés pour ce qui est de la qualification par rapport à des faits infamants de cette nature. Le modus operandi est clair. Oui. Vous avez une vingtaine de départs de feu en quelques heures, ce qui, d'après les spécialistes, ne peut être que le résultat d'une réflexion, d'un calendrier qui a été très bien réfléchi. Donc, je tiens à faire un message que les pouvoirs publics, la réaction des pouvoirs publics va être implacable vis-à-vis des auteurs et des commanditaires. Donc, nous avons des enquêtes qui sont en cours. Nous avons quelques arrestations. Oui. Nous avons des officiers de police judiciaire et des magistrats qui sont spécialisés. Donc, ces officiers de police judiciaire qui s'attellent à pratiquement chapeautent un peu ces enquêtes préliminaires. On va faire des recoupements, on va faire des investigations très intelligentes, des preuves. Donc, pour ajouter un petit peu à ce que vient de dire mon ami de la solidarité, pour l'élan de solidarité, oui. Moi j'appelle à la conscience des gens, j'en fais cet appel. La conscience des gens, c'est pour ceux qui savent quelque chose, manifestez-vous, dites ce que vous savez, les autorités publiques sont là. Une sorte d'appel à témoins. Oui. Appel à témoins qui savent des choses. Nous avons beaucoup de morts, nous avons des victimes qui ont laissé des ayants droit, nous avons des gens qui ont bien, des maisons qui sont inhabitables, des gens qui se nourrissent de leur agriculture, qui n'ont plus rien. Donc, je dis encore une fois que la réaction va être implacable. Le cadre juridique que nous avons, une fois que les faits sont prouvés, parce que la réaction sera une réaction légale, judiciaire, la réponse pénale va l'être. Ça va de la... Justement, les peines encourues. Voilà, les peines encourues. Donc, la loi algérienne prévoit plusieurs hypothèses. Maintenant, nous sommes devant des faits qui nous mettent en face d'une situation où nous avons des victimes, des décès. Donc, la loi prévoit des peines qui quand même sont assez lourdes. On peut avoir les détails? Absolument. Vous avez l'article 399 du Code pénal qui stipule que s'il y a mort d'homme, c'est la peine de mort qui est encourue. Donc c'est au magistrat. Donc nous avons d'autres peines s'il n'y a pas eu de mort d'homme. Seulement de dégâts matériels. Très bien, s'il y a des dégâts matériels, bien sûr, nous avons des articles qui prévoient des peines jusqu'à 10 ans, jusqu'à la peine perpétuelle. Mais si nous avons... Mort d'homme. Voilà, s'il y a mort d'homme, nous avons des articles qui prévoient une peine, qui est une peine très lourde, effectivement, mais je pense qui se justifie de par la situation que nous sommes en train de vivre. Nous avons, d'après la conférence de presse de mon collègue de Tizi Ouzou, qui parle de plus de 70 morts. Donc,
pour moi, c'est une situation d'une telle gravité que le monde et les enquêteurs et le monde judiciaire doit, dans sa réaction, doit être d'une réaction, d'une fermeté implacable. Donc nous sommes sur des enquêtes, nous avons des arrestations, des vérifications. Tout se fera dans la transparence la plus totale, je vous le confirme. Alors, je confirme aussi, je dois rajouter aussi quelque chose, c'est que le peuple algérien, le peuple algérien qui vit des drames, a cette capacité de résilience. Nous avons cette capacité qui est en nous, cette capacité de solidarité. Je le remercie pour tout ce qu'ils sont, pour ce que fait le peuple algérien envers ces familles et cette région qui est endeuillée. Et j'en appelle au pouvoir public aussi local qui doivent rester vraiment à l'écoute pour essayer d'élucider ces enquêtes de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Totalement, surtout qu'en ce moment, ils ont justement incarcéré, tenu un élément à Médéa, deux éléments à Médéa qui ont essayé justement, qui tentaient d'allumer d'autres feux. Donc les choses se font déjà sur le terrain. Alors vous parliez, monsieur le procureur général d'Alger, vous parlez d'enquêtes en cours. Est-ce que vous avez des pistes qui sont déjà explorées ou pas? Donc je ne vais pas parler d'incarcération. Hein. L'incarcération, c'est au stade où l'affaire est judiciarisée. D'accord. Jusqu'à présent, ce que nous sommes en train de travailler, c'est des enquêtes, des enquêtes préliminaires. Donc où nous avons des personnes qui sont gardées à vue. Ce ne sont pas des incarcérations pour le moment. Parce que nous n'avons pas encore tous les éléments d'enquête. Très bien. Donc nous avons, du côté de Ndefla, nous avons une arrestation. Du côté de Djidjil, nous en avons 2 arrestations. Tizi Ouzou, je crois que nous avons 4 personnes qui sont arrêtées, qui sont lourdement soupçonnées. Et nous avons 3 personnes arrêtées du côté de Médéa. Donc les enquêtes sont en cours. Nous n'allons pas interférer. Nous laissons les enquêteurs faire leur travail en leur âme et conscience, bien sûr, avec les technicités d'enquête qui leur sont permises dans le cadre de ces enquêtes-là, et bien sûr, sous couvert des autorités judiciaires qui sont qui travaillent en totale collaboration avec les enquêteurs. Voilà. Totalement. Alors, mais logiquement, vu le nombre d'incendies faramineux, il faut le dire, vu les dégâts aussi, le nombre de wilayas touchés, est-ce qu'on peut parler d'un réseau organisé? Puisqu'ils étaient, j'imagine, plusieurs à avoir allumé, déclenché ces feux de forêt de différentes wilayas. On peut parler d'un réseau organisé? Je vous le disais tout à l'heure, le modus operandi nous renvoie vers ça. C'est certain qu'il y a un calendrier qui a été pensé, qui a été réfléchi et qui a été mis en exécution. Oui. Ça, c'est une certitude des enquêteurs, c'est une certitude des services de la protection civile qui ont l'habitude, qui sont aguerris à faire face. Et d'ailleurs, je les salue, je salue nos amis de la protection civile qui font un travail merveilleux. Je salue les militaires qui quand même font face à des situations très dangereuses, hein, faire face à un feu. Au péril de leur vie. Voilà, au péril de leur vie. Vous voyez, donc l'élan, il est là. Donc nous sommes en train de vivre ça c'est un peuple qui le vit dans sa globalité. Alors je dirais que, je le disais tout à l'heure, le modus operandi nous renvoie sur un fait qui a été pensé et réfléchi. Donc il y a préméditation, il y a un plan qui a été planifié, certainement. Et je dirais encore plus, si ce plan se confirme lors des enquêtes et s'il est avéré, on peut les qualifier d'actes de terrorisme facilement. Pour moi, c'est un acte terroriste qui a été planifié dans le but de semer l'effroi. Ça terrorise les populations. Voilà, très bien. Donc, oui. Donc, l'article 87 du Code pénal définit le terrorisme dans sa première phrase. Tout projet tend à semer l'effroi au sein de la population est un acte de terrorisme. Je dirais que nous sommes face d'un acte qui est planifié et je pense que le peuple l'aura dans quelques jours et il faut donner le temps aux enquêteurs de faire leur travail et de le faire dans la sérénité la plus totale.
Et nous avons oui. confiance en eux et j'ai confiance en nos institutions. Bien sûr, on l'a même bien vu dans le passé, on a vu les résultats de nos corps de sécurité, nos différents corps. Alors généralement, ce genre d'enquête prennent du temps, on peut le dire, parce que c'est difficile quand même de reconstituer toute la scène, vu l'ampleur des dégâts et vu aussi la surface qui brûle aujourd'hui. Hein. Donc l'enquête, dans sa globalité, en général, les enquêtes préliminaires ne tardent pas à donner des résultats. En vérité, vous savez, pour ce qui est des personnes qui sont gardées à vue, vous avez un timing pour les gardes à vue, pour les personnes envers lesquelles il y a des charges ou des indices qui portent à qu'ils auraient médité, qu'ils auraient mis la main à quelque chose qui est en relation avec ces feux de forêt. Donc les enquêtes préliminaires, vous savez, dès que vous gardez une personne à vue, vous avez un timing pour le garder à vue. Vous pouvez la renouveler, donc vous avez 48 heures jusqu'à 72 heures après avoir été renouvelé par les parquets compétents. Donc je ne pense pas que ça puisse prendre du temps par rapport aux enquêtes. Même si c'est difficile de trouver quand même des preuves dans des lieux ravagés par les flammes. Des preuves ravagées par les flammes, vous savez, on peut toujours trouver des preuves dans des lieux ravagés, dans des lieux qui sont touchés, mais c'est des enquêtes qui sont un peu spéciales. Nous avons des spécialistes en la matière qui peuvent trouver des enquêtes dans ce genre de lieu, qui peuvent trouver des preuves dans ce genre de lieu. Oui. Et vous savez aussi qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le lieu. Oui. Vous avez ce qu'on appelle les enquêtes qui touchent aux outils informatiques, à la téléphonie, à la traçabilité. Donc c'est des choses dans lesquelles je ne pourrais pas m'étaler davantage, mais on travaille beaucoup sur ça dans ce genre d'enquête. Donc on compte énormément sur l'appui de ce qu'on appelle ces enquêteurs en matière de TIC, qui peuvent nous ramener beaucoup de choses. Du moment qu'il y a eu 2 personnes, même 3 personnes, loin l'une de l'autre, pour organiser qui ont prémédité ces actes, c'est qu'il y a eu forcément communication via un téléphone, via un ordinateur portable, donc retraçable. Voilà, donc on les trouvera et ils seront punis lourdement. Alors, généralement, et d'après votre expérience, monsieur le procureur général, quelles sont les principales motivations de ces criminels à l'origine de départ de feu? Quel est leur but? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est ce que beaucoup se posent comme question. C'est ce que beaucoup de gens... Je ne vais pas m'aventurer sur une question qui pourrait peut-être éventuellement... Que vous ne posez même pas, oui. Oui, je préférerais ne pas répondre à une question qui aurait peut-être des connotations autres que ce qu'on pourrait réfléchir, ou à ce qu'on pourrait... Donc, ce que je dirais, c'est que je préfère laisser les enquêtes avancer, et nous promettons, monsieur le ministre de la Justice promet une transparence des plus totales sur ces enquêtes. Donc, monsieur le ministre de la Justice m'a confié cette mission que de dire au peuple que la transparence la plus totale sera réellement mise en œuvre dans le cadre de cette enquête, et les résultats vont être transmis et vont être transparentes. Je vous le dirai, nous sommes en train de faire un travail de communication dans le cadre des dossiers judiciaires, mais qui n'a jamais été observé auparavant. Nous avons ce qu'on appelle des procureurs maintenant qui communiquent, qui font des communiqués de presse, qui font des rencontres avec les médias. C'est dans cette optique que de s'inscrire dans la transparence la plus totale et de communiquer les résultats des enquêtes et d'être très proche de nos concitoyens par rapport aux faits infamants qui les touchent et qui les concernent de manière directe. Totalement. Alors, monsieur le procureur général, il faut aussi préciser que la loi s'applique également aux personnes ayant entraîné des incendies de manière intentionnelle, puisqu'il est interdit, bien sûr, d'allumer du feu dans une forêt. Il y a aussi des règles à respecter, des règles de sécurité à observer maintenant. Vous savez, nous sommes en été, donc je crois que la forêt, les forêts sont régies par des décrets, par des arrêtés. Donc allumer un barbecue dans une forêt en plein été, je crois que c'est très bien réglementé. Maintenant, je dirais que nous ne sommes pas sur ces cas de figure. Hein. Oui. Nous ne sommes pas du tout sur ces cas de figure.
C'est juste pour rappeler aux gens voilà. que oui, ça reste quand même dangereux, ça aussi. Bien sûr, mais on a fait un travail de prévention. Oui. Il n'y a pas, pour parler du timing, il n'y a pas 10 jours, on était sur des campagnes de médiatisation, de prévention, tout azimut. Oui. On a fait des campagnes. Donc, une fois que les pouvoirs publics se sont lancés dans une campagne de prévention à l'égard de ces feux de forêt, quelques heures, quelques jours après, nous vivons des feux de forêt, suicidaires et qui portent et qui ont porté et qui ont généré des décès. Donc, quand je parlais de timing, nous sommes sur des actes qui certainement ont été réfléchis et qui ont été une réponse peut-être à cette campagne médiatique préventive qui a été mise en place et par les pouvoirs publics et notamment le ministère de la Justice qui a organisé des points de presse, des points de rencontre pour essayer de prévenir sur ces feux de forêt et ce que cela pourrait générer comme dommage par rapport à la population, l'État et les pouvoirs publics en général. Totalement. Alors, le Premier ministre l'a souligné, je le cite, l'État servira contre ces criminels qui seront poursuivis par la force de la loi car ils sont les ennemis de la nature et de la patrie. Justement, Monsieur le procureur général, ce sont des personnes qui ont attendu qu'un BMS, qu'un bulletin météorologique spécial arrive, soit en tout cas annoncé pour que les conditions météorologiques soient à leur avantage. Ils savaient qu'un BMS était... J'ai parlé d'un timing tout à l'heure, oui. Et donc c'est des actes qui pratiquement ont répondu à une feuille de route qui a été réfléchie, pensée par rapport à ce que faisaient les pouvoirs publics par rapport à la prévention, par rapport à ce qui s'est fait de manière accidentelle auparavant, et bien sûr les aspects liés à la météo et à la nature. Je parle même du vent. Vous imaginez que la région de Tizi Ouzou et l'Est avait plutôt venteuse. Oui, il y a eu ça ventait terriblement. Donc je pense que ça a été, même ce côté-là météorologique naturel a été pris en considération par les commanditaires des faits de cette nature qui nous éloignent totalement de ce fait du hasard. Totalement. Alors, Monsieur le procureur général, on va revenir à vous. À vous également, Djemal Rahim, vous qui êtes conseiller au ministère de la Solidarité nationale. Nous allons justement joindre par téléphone tout à l'heure, tout au long de ce numéro spécial, plusieurs personnes qui activent dans leur village, leur ville, pour justement aider ces familles nécessiteuses. Mais avant, eh bien, c'est Mohamed Achir, donc économiste, enseignant universitaire, que nous allons joindre via Skype du côté de Tizi Ouzou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Très bien, vous me recevez bien? Oui, oui. Super. Alors, je rappelle, enseignant et économiste au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, c'est vrai qu'il y a le lourd bilan humain de ces incendies, mais aussi, il ne faut pas oublier, il y a également un autre volet que nous allons aborder avec vous. C'est le volet qui concerne les dégâts matériels. Monsieur Achil, quels peuvent être les dégâts économiques d'incendie d'une telle ampleur? À quoi peut-on s'attendre, même si c'est trop tôt pour faire un bilan à l'heure qu'il est? Effectivement, c'est trop tôt d'affirmer le niveau des dégâts matériels occasionnés. D'abord, je présente toutes mes condoléances à toutes les familles des victimes civiles et militaires. Allah yarhamahum, Inch'Allah. Je souhaite prompt rétablissement pour tous les blessés. Moi, je considère ça comme un véritable crime contre l'humanité et contre l'environnement dans notre région et dans notre pays. Oui. C'est-à-dire des actes criminels qui ont engendré beaucoup de dégâts. D'abord, les dégâts sont estimables. Nous avons des centaines, peut-être, d'hectares ravagés et dévastés par ces feux. Nous avons également des cheptels également dévastés par ces feux. Et il faut rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou est une wilaya à vocation agricole. Oui. C'est une wilaya dont 80% de son territoire est constitué de reliefs montagneux. Donc c'est une région rurale. Et plus de 80% également de la population habite dans les villages, dans les montagnes. Et les 4 coins de la wilaya de Tizi Ouzou ont été ravagés par les feux en même temps.
ce qui déduit directement un acte criminel et méthodologique aussi. Hein. Donc, une vingtaine de départs de feu pratiquement en même temps nous renseignent de cette planification de ce crime au niveau de notre région. Donc ça ne laisse pas de doute de la criminalité de ces actes. Maintenant, il appartient bien entendu à la justice d'identifier les auteurs de ce crime ou les réseaux qui sont derrière ces crimes. Et moi, j'oserais dire que il y a des intentions bien définies. Derrière tout ça, bien défini. Et on veut déstabiliser notre pays. Il y a des complots contre notre pays. C'est la menace, c'est la stabilité de notre pays qui est menacée. C'est l'unité nationale qui est menacée. Oui. Donc l'Algérie doit développer encore davantage ses capacités de résilience et faire face à ces nouvelles guerres non conventionnelles qui nous menacent. Heureusement aussi, dans cette capacité de résilience de notre peuple, cette solidarité, une solidarité spontanée, et cette auto-organisation, surtout dans cette région de Kabylie, il y a une auto-organisation, et cette auto-organisation structure l'organisation sociale de cette région, ce qui fait que cette réactivité, ou bien c'est-à-dire cette réaction contre ces incidents était rapide, grâce justement à cette culture de solidarité, grâce aussi à l'ancrage ou même du lien social, le lien social est une société, ainsi que tout le peuple d'ailleurs, qui a résisté à l'action et à l'individualisme. Oui. Nous privilégions toujours dans nos actions des actions collectives et solidaires, et c'est des sociétés réciproques, c'est des sociétés de contre-don. Nous avons vu la générosité du peuple algérien, de toutes les wilayas, à l'égard de la wilaya de Tizi Ouzou, la générosité de tous les habitants. Vraiment, ça absolument pas défaut. Effectivement, une capacité de résilience. Alors, monsieur, juste avant, alors, selon vous, comment l'État pourrait intervenir justement pour aider à assister ces familles sinistrées et ces agriculteurs qui ont tout perdu puisque des forêts ont été détruites d'arbres fruitiers, notamment beaucoup oliviers, région connue pour ces oliviers. Est-ce que ça se fait uniquement à travers les assurances ou pas? Ça ne peut pas se faire seulement à travers les assurances. Nous avons un taux de couverture assurantielle de la part de la Caisse nationale d'assurance agricole et la mutualité agricole qui est très faible. Nous avons également une grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de notre agriculture qui est informelle. Donc il est très difficile d'identifier un peu le niveau des sinistres des autres et aussi même les dégâts occasionnés par ces feux ravageurs. Et tout de même, il y a eu des expériences déjà de la part des services de l'agriculture, de la part des services des forêts, de la Caisse nationale aussi de l'assurance agricole, ainsi que de la protection civile. Donc il y a eu déjà des expériences par rapport aux expertises et l'identification du niveau des dégâts et d'indemnisation des habitants et des citoyens qui sont touchés. Et je rappelle aussi, il est très difficile aussi par rapport à l'identification maintenant surtout des arbres fruitiers, des oliviers, notamment pour la région de Tizi Ouzou est connue par cette culture. Et le problème, c'est que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, que 80% de la population est dans les montagnes, dans les villages, donc ils ont tous une agriculture pratiquement, ils ont l'agriculture vivrière, et des centaines, je dirais même des dizaines de milliers qui ne vivent que de cette ressource agricole. Donc ça constitue vraiment des difficultés sur le plan social pour ces populations qui ont perdu leur cheptel, qui ont perdu leur olivier, leur arboriculture, etc. Et on parle de denrées agricoles qui mettent des années avant d'arriver à maturité et devenir rentables. Donc ce sont de très lourdes pertes pour eux.
Oui, l'olivier pourrait prendre 10 ans pour donner de la production importante. Donc, et puis, même l'apiculture a été très endommagée au niveau de notre wilaya. Donc, la vocation agricole et rurale de notre wilaya a été touchée de plein fouet avec ces feux criminels et ravageurs. Alors, est-ce que les dégâts économiques... L'État, à mon avis, l'État doit déclarer même que cette zone, comme zone sinistrée, et créer un fonds spécial qui sera dédié à l'indemnisation de toute cette population qui est sévèrement touchée par les feux. Ah ben, entre nous, je pense que c'est en grande réflexion. Voilà, donc. Oui, il faut penser à ça. Et on sait très bien que nous avons une certaine bureaucratie dans l'identification et dans l'indemnisation. Il faut qu'il y ait une intervention de la part des hautes autorités du pays pour lever toutes ces mesures bureaucratiques pour pouvoir identifier rapidement, estimer et indemniser dans le meilleur délai. Parce que maintenant, c'est des centaines, je dirais des milliers de familles qui ont quitté malheureusement leur village et leur demeure et qui ont perdu leur capital agricole et leur capital. Oui. J'ai fait le tour de plusieurs localités dans le Tizi Ouzou, des dégâts énormes sur le matériel, des voitures, des engins, des maisons qui sont brûlées. Vraiment, c'est des dégâts économiques donc causés par ces incendies, ces feux de forêt qui ne sont rattrapés que sur le long terme. Vous l'avez dit, monsieur. Merci. Alors, est-ce qu'il y a également un risque de perte d'emploi définitivement ou temporairement à cause de cette catastrophe? Parce qu'il y a des usines, des établissements qui sont totalement détruits, des gens qui se retrouvent sans fonds, sans argent. Déjà, dans la wilaya Tizi Ouzou, pas un tissu industriel important. Et ces dernières années, la majorité des familles dans les zones rurales ont investi à travers les dispositifs publics, ONSEJ et surtout CNAC, et ONGEM aussi, ONGEM pour les femmes, dans l'agriculture et dans l'élevage. Et là, justement, c'est-à-dire tous ces bénéficiaires des dispositifs publics, j'en connais déjà dans ma région, qui ont vu leur bétail ravagé par les feux et leur ravagé par les feux. Donc, tous ces gens-là se retrouvent déjà dans la misère sociale. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'État doit avoir tous les moyens nécessaires pour indemniser ces gens-là. Il y a le ministère de l'Agriculture a institué récemment, il y a une année de ça, ou quelques mois, le microcrédit agricole. Il faut le réactiver rapidement et justement faire de ce microcrédit agricole comme un moyen qui va soulager quelques familles qui vivent de l'élevage et qui vivent de l'agriculture. Totalement, merci. Mais aussi sur le plan structurel, je dirais sur le plan structurel, nous avons tout à penser par rapport à colloque sur le développement de l'économie de montagne. Quand même développer les pistes qu'il faudrait exploiter et développer dans les zones de montagne, ces ressources, la valorisation de ces ressources de montagne et beaucoup plus la valorisation justement de nos forêts. Même pour les protéger, nos forêts, il faut les exploiter. Nous avons beaucoup de ressources à valoriser, les essentiels, nous avons le lierre, nous avons de l'agriculture, l'arboriculture. Donc il faut penser à un modèle plus économique aussi dans l'exploitation de nos forêts et de nos régions rurales et montagneuses. Et là, je rappelle qu'il y a eu en 2004 l'institution d'un fonds de développement de montagne, mais qui n'a pas été suivi par des textes d'application, donc qui reste toujours au stade, c'est-à-dire des textes, mais on ne le retrouve pas sur le terrain. Donc il faudrait aussi réactiver ce fonds de développement de montagne et le dédier justement à la valorisation de développement local au niveau de ces montagnes. Et c'est l'approche territoriale de développement qu'il faut privilégier, parce que nous avons
des citoyens qui sont très attachés à leur village, à leur montagne. Donc, il faut leur donner les moyens, que ce soit les financements nécessaires, les aides nécessaires pour pouvoir rester. Monsieur Haché, ce n'est pas la jeune génération regorge d'idées novatrices, donc ce n'est pas ça qui manque. Donc voilà, donc il y aura beaucoup d'idées qui vont être exécutées, on l'espère en tout cas. Et puis Mohamed Haché, vous restez avec nous, on reviendra à vous juste après. Oui. Très bien. Alors vous restez avec nous. On reste justement à Tizi Ouzou pour rejoindre notre correspondant Mohamed Haouchine. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous vos invités, à tous les fidèles habitués de Canal Algérie. Vous allez bien? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors vous suivez pour nous bien sûr la situation heure par heure sur place. Alors dites-nous où en sont les opérations de lutte contre les incendies à Tizi Ouzou. Alors vous nous parlez? Ben écoutez, j'ai eu le plaisir et l'honneur donc d'avoir eu droit à un entretien pas plus long que ce soir avec le conservateur foncier de la wilaya de Tizi Ouzou. Je remercie d'ailleurs pour sa compréhension, son amabilité, sa collaboration, bien évidemment. Youssef Ould Mohamed, qui m'a fait part, bien évidemment, de toute cette affaire, cette tragédie, comme elle a commencé lundi après-midi, tous ces départs de feu simultanés, bien évidemment. Beaucoup de feux ont été maîtrisés, mais voilà qu'il y a des nouveaux feux qui ont été malheureusement, qui ont apparu aujourd'hui, qui ont été signalés ici et là, notamment dans la commune de Maatra, en Haute-Kabylie, mais aussi dans la région maritime de Azfoun et de Tigzirt. Fort heureusement, ils ont été maîtrisés, mais aussi même à Tizi Ouzou, je ne sais plus d'où il est, sur le mont Bellois, qui surplombe la ville des Genêts. Cela pour vous dire qu'il y a des nouveaux feux qui arrivent, et comme l'a si bien dit mon collègue ce soir, bien évidemment, cette météo est favorable, avec donc ce vent très chaud venu du Sirocco, venu du sud, qui ne fait qu'avantager bien évidemment tous ces sinistres. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, je tiens à le dire, les propos de monsieur le procureur général d'Alger, monsieur Sid Ahmed Mourad, les propos qui rejoignent d'ailleurs aisément ceux de son collègue à Tizi Ouzou, Abdelkader Amrouche, qui a mis aussi point de presse. Je peux vous dire qu'ils sont 5 sur 5 sur la même longueur d'onde en matière de rappel de réglementation, de loi sévère pour ce genre de crime. Et c'est le mot qu'a utilisé ce soir le procureur général de Tizi Ouzou, bien évidemment avec beaucoup de sévérité, il le faut. Et tout comme je tiens à apprécier, je tiens à le dire ce soir sur notre chaîne Canal Algérie en tant que journaliste, j'apprécie beaucoup ce qu'a dit monsieur le procureur général d'Alger, cette approche communicative nouvelle de la part du ministère de la Justice pour dire et tout dire au peuple algérien dans des moments difficiles, quand il y a de telles tragédies, quand il y a des kidnappings, quand il y a des crimes crapuleux où on a malheureusement par le passé dénoncé le manque d'informations. Et c'est pour cela que moi personnellement, j'applaudis cette nouvelle politique du ministère de la Justice, cette nouvelle approche basée sur populaire, c'est ce qu'il faut. En tout cas, je peux vous dire que votre collègue à Tizi Ouzou a été un peu plus discret ce soir, malgré la question du journaliste. Il ne nous a pas révélé 4 arrestations. Il a laissé insinuer qu'il possède quelques éléments appréciables qui vont permettre bien évidemment d'aller au bout, de faire toute la vérité sur cette stratégie. Maintenant, monsieur le procureur général d'Alger nous informe qu'il y a eu 4 arrestations. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à travers la rumeur publique. Et il faut espérer, bien évidemment, que une enquête sérieuse avance et que les criminels, ces pyromanes qui ont véritablement bien planifié, c'est ce qu'a dit monsieur le procureur général d'Alger, qui ont planifié ce plan diabolique, il faut l'appeler comme ça, pour jeter la terreur dans la population, pour semer la mort, avec des régions qui sont en train de comptabiliser, de pleurer leur mort. Je peux vous dire que ce sont des choses tout à fait impardonnables. Moi, je dirais qu'il faut féliciter encore une fois les sapeurs-pompiers qui luttent matin et soir, toute la nuit, toute la journée pour maîtriser les feux. Vous savez qu'il y a des feux nouveaux, mais aussi il y a des anciens feux qui ont été maîtrisés, mais qui se réveillent de temps à autre. C'est ce que nous disait ce soir le conservateur des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou, M. Ould Mohamed. Et bien évidemment, tirer chapeau, puisqu'on parle de solidarité. La solidarité ne doit pas se limiter, bien évidemment, à la nourriture, à l'eau minérale qui est en train d'arriver, mais alors par des containers. Je peux vous dire ce soir, j'ai eu la chair de poule. En rentrant chez moi tout à l'heure, vous auriez vu tous ces semi-remorques venus
toutes les régions d'Algérie, avec tous les matricules de Wilaya, à tel point que les services de police ont été obligés de mettre de l'ordre. Et c'est bien, en tous les cas, de ranger tous ces camions à l'entrée de Tizi Ouzou pour les dispatcher, les guider vers le stade, le salon omnisport du 1er novembre, où sont, d'ailleurs, on reçoit mais alors des quantités incroyables. Tout ça pour vous rappeler que l'Algérien, dans les moments difficiles, ne ménage aucun effort. L'orgueil, le nif des Algériens, on le retrouve toujours dans ce genre de tragédie où tout le monde se donne la main, bien évidemment, pour le service. Bien sûr. Alors, monsieur le procureur général. La solidarité, je tenais juste à terminer s'il faut applaudir tous ces gens-là qui ont ouvert leur maison, bien évidemment, pour accueillir des sinistrés qui ont quitté leur domicile et qui respiraient la quiétude, la chaleur humaine et qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain dans la rue. Comme je salue en tous les cas la réaction aussi des autorités locales qui ont réquisitionné des établissements scolaires, qui ont des dortoirs, qui ont des structures d'internat, ainsi que les chambres, les cités universitaires, tout cela pour mettre à l'abri, à la protection, en sécurité, bien évidemment, nos concitoyens. Alors, monsieur le procureur général, un mot peut-être sur ce qu'a souligné notre correspondant Mohamed Haouchine quant à cette situation en termes en justice entre Alger et Tizi Ouzou. Je l'avais souligné tout à l'heure, nous sommes sur une politique, disons, de transparence qui peut-être diffère de ce que nous avions vécu auparavant. Donc nous sommes beaucoup plus sur le contact avec les médias, les différents médias, que ce soit les médias télévisuels, médias radiophoniques, médias la presse écrite. Donc nous sommes très ouverts ces derniers mois, ces derniers temps là, surtout depuis quelques temps, depuis que nous avons vécu quelques drames. Nous sommes sur cette politique qui a tendance à s'accroître. Nous sommes en train de former parce que il est très aisé de communiquer. Avec les moyens technologiques. Avec les moyens, vous savez que communiquer dans le monde judiciaire et quand même faire un peu. Il faut quand même faire très attention par rapport à cette présomption, qui est une présomption qui est constitutionnellement prévue. Donc nous sommes dans l'obligation de faire très attention à cette présomption. C'est pas tout le monde, c'est pas toute personne qui est peut-être mise en cause, qui est coupable. Il faut veiller à ce qu'on puisse respecter et cette liberté de présomption d'innocence et en même temps le droit à la population que d'être informée. Donc nous sommes en train de former des magistrats afin de pouvoir communiquer. Le droit à la communication est un droit consacré constitutionnellement. Donc pour ce qui est des faits que nous sommes regrettables, que nous sommes en train de vivre, je le disais tout à l'heure, monsieur le ministre de la Justice, les pouvoirs publics se sont engagés dès le départ à être très transparents et on m'a confié cette mission que de dire que ce qui va être fait, les résultats, ce que va générer ces enquêtes vont être communiqués au moment opportun et nous n'hésitons pas à faire savoir et à communiquer à la population les résultats de tout ce qui est en train de se faire et qui se fait dans la légalité, dans la transparence et la légalité. Tout à fait. Voilà, ça c'est primordial. Nous sommes un État démocratique, républicain. Nous agissons dans le cadre du respect total des lois, des droits de tout un chacun, la liberté de chacun et bien sûr le droit à la population de vivre dans la sécurité, la quiétude. Bien sûr, les personnes qui viennent de... Et en confiance aussi. Oui, confiance. Ils viennent de perdre des êtres chers à eux, des personnes qui viennent de perdre leur cheptel, leurs biens agricoles, leurs biens matériels, leurs véhicules. C'est des victimes qui ont le droit, envers lesquelles nous avons des obligations, que de leur dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous avons découvert lors de ces enquêtes. Ce sont des victimes et nous avons le droit et de les prendre en charge sur l'aspect résultat des enquêtes et bien sûr, comme le disait mon cher collègue, psychologiquement, il est très important. De les accompagner, c'est vrai que nous avons cette capacité de résilience qui est en nous. Mais on reste humain. Voilà, on reste humain, mais nous avons cette capacité de les prendre en charge, même psychologiquement. Je pense que totalement. mon ami l'a très bien souligné tout à l'heure. Oui. Alors justement, monsieur Djemal Rahim,
Notre collègue journaliste Mohamed Haouchine a quand même expliqué et détaillé l'élan de solidarité qui ne fait pas défaut. Hein. Des gens donnent de leur personne pour apporter une aide. C'est des choses qui s'enlèvent à eux-mêmes pour la donner à son prochain. Et oui, ça c'est quelque chose que tous les Algériens, à travers le temps, ont été appréciés de cette qualité. Moi, je dirais même que la délégation interministérielle qui a été dépêchée par les autorités suprêmes de l'État dans cette région afin d'assurer les gens que l'État est là. Oui. L'État va apporter assistance. L'État va prendre en charge, je dirais même le redémarrage de l'économie de cette région. Parce que, comme bien a été dit par M. Achir, concernant l'économie des montagnes, parce que c'est une économie d'un caractère un peu spécial. Donc on a aussi le côté de la femme rurale qui a, à travers le temps, fait preuve de beaucoup de génie aussi, à travers ce qu'elle a été en train de produire, surtout ces dernières années, à travers les différents dispositifs de l'État, soit la CNAC, soit l'ONGEM, soit l'ONSEJ. Mais à nous maintenant de faire face à cette situation dramatique. Moi, je dirais que le peuple algérien, à travers ses efforts de solidarité, va démontrer au monde que l'Algérie est toujours unie et restera unie. Je pense que la prise en charge de ce drame par cet élan de solidarité à travers, moi je ne dirais pas les 48 wilayas, je dirais à travers les 58 wilayas. Oui. Même les wilayas nouvelles ont fait preuve de cet élan de solidarité avec ces wilayas qui ont été touchés par ces feux de forêt qui ne sont pas venus d'une manière, je dirais, naturelle. Et ça s'explique à travers ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc je dirais que cet élan de solidarité des Algériens, qui ne laisse pas le monde entier indifférent de ce qui se passe maintenant à travers l'élan de solidarité, je dirais maintenant, à nous maintenant de s'organiser. La société civile doit prendre part, doit prendre ses responsabilités à l'égard de cette, je dirais, cet amalgame, de cette synergie qui vient de démontrer le peuple algérien à travers cette position solidaire vis-à-vis de toutes ces régions qui ont été touchées. Moi, je parle spécialement de Tizi Ouzou parce que la plupart de ce drame a eu lieu dans cette wilaya, et cette wilaya a été toujours, à travers toute je dirais, l'histoire de comme wilaya qui a toujours engendré des hommes, soit au niveau de la révolution algérienne, soit au niveau même des ères précédentes. Je dirais maintenant, tous ces gens-là sont appelés maintenant à s'unir, à démontrer au monde que je dirais que ce plan diabolique qui a visé l'intégrité de l'Algérie ne réussira jamais à avoir lieu de construire. Donc, nos martyrs qui sont là à, je dirais, à veiller sur le peuple algérien, Inch'Allah, la situation va s'améliorer d'ici quelques temps. Beaucoup de programmes spéciaux vont se ressurgir au niveau de cette région et on va construire ensemble l'économie de cette région et l'économie de l'Algérie. On l'espère, en tout cas, on le souhaite. On le souhaite, Inch'Allah. Alors on retourne justement du côté de Tizi Ouzou, wilaya la plus touchée par cette vague d'incendies très meurtriers, pour justement aller à la rencontre de Mohamed Youssef, donc conservateur des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou, qui va nous faire un point de situation en termes de maîtrise d'incendie, suivi bien sûr du docteur Hadji du CHU de Tizi Ouzou, donc tous deux au micro de notre correspondant Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine. Depuis le début. Alors, monsieur Ould Mohamed, Youssef, conservateur des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou, comment se présente la situation? La situation jusqu'à aujourd'hui, donc je vous donne un total général des incendies qui ont été enregistrés. Nous sommes à 146 incendies. Nous en avons éteint 123.
Donc actuellement, nous en avons 23 qui sont en cours. Nous avons 12 incendies. Il y a lieu de dire que c'est une zone qui a été durement touchée, car elle a enregistré, je pense, le plus grand nombre de pertes humaines. Également, à Zazga, cet incendie, derrière Mizan, 4 incendies. Jusqu'à 16 heures, on en a éteint 3 incendies, donc il nous reste 20 incendies. Il nous reste 20 incendies, mais il y a 2 autres incendies qui ont démarré en fin d'après-midi, un à Etouaben et un à Wadia. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on éteint un incendie, il y a d'autres incendies qui se déclarent dans d'autres régions, et même ceux éteints suite au BMS, donc au bulletin météo spécial, oui. Donc il y a des températures très élevées, allant de 45 à 47 degrés, ainsi que des vents assez forts qui vont se soulever. Donc cela fait que certains incendies dont les braises ne sont pas totalement éteintes se ravivent. On a donné, lors de nos interventions, la priorité aux incendies qui constituaient un réel danger sur les populations et sur les villages. D'ailleurs, nous avons fait plusieurs appels à travers les mass médias, à travers la radio et même par mégaphone des brigades qui sillonnaient les villes et les artères des villages afin de demander aux villageois d'évacuer leur village. Donc, en tant que conservateur des forêts, est-ce que vous estimez qu'il s'agit là d'une catastrophe écologique? On ne peut pas le nier, certainement. C'est une catastrophe écologique certaine. Nous avons le barrage de Taksef, dont le bassin versant est totalement dénudé actuellement. Donc sûrement, si on aura un hiver assez rude, et le barrage va s'envaser, car il va y avoir un processus d'érosion qui va se mettre en place. J'espère que les pouvoirs publics mettront un programme d'urgence pour reboiser l'ensemble de ces bassins versants. Également, il y a lieu de signaler la perte d'un grand couvert végétal. La wilaya de Tizi Ouzou dispose d'une superficie de plus de 112 000 hectares. Bien, donc, Dr Hadid, vous êtes responsable du SAMU 15 de Tizi Ouzou. Certainement que vous n'avez pas manqué de travail ces derniers jours avec les incendies de forêt. Oui, effectivement, on est là. On a répondu à tous les appels de détresse, surtout concernant l'incendie, avec cette situation qu'on ne s'attendait pas. Vraiment, c'est une situation inédite, comme on dirait. On a répondu à tout appel en détresse et on n'a pas manqué à notre mission et à la confiance placée en nous. De nombreux malades brûlés, certainement transférés vers l'hôpital de Douéra, Alger. Oui, certains motifs d'évacuation, c'est brûlures thermiques. Concernant le Douéra, c'est les adultes. Généralement, les enfants, moins de 15 ans, c'est la clinique centrale spécialisée dans la pédiatrie, ce qu'on appelle la brûlure. Concernant on les appelle brûlures thérapeutiques. Concernant notre intervention, on l'appelle secondaire interhospitalière. On a tout fait. À chaque fois qu'on est sollicité concernant un malade, quand il est intubé, ventilé ou bien nécessite de l'oxygène, une mise en condition très appropriée. On est là, on a répondu à toutes. Donc les grands brûlés, ils sont acheminés vers le CHU de Douéra? Voilà, Douéra, il répond aux adultes. Concernant la clinique centrale, c'est aux enfants, c'est pédiatrique. Voilà. Il y en a moins de 15 ans, c'est spécialisé quand c'est deuxième degré profond ou bien troisième degré. Sinon, si les deuxième degrés superficiels, on les prend en charge. Très bien. Donc votre personnel médical et vos ambulanciers n'ont pas cessé de travailler ces derniers jours? On a fait tout le tour de 24 sur 24, on est là, on a répondu. Et le premier appel de notre DG, on est là, on est sollicité, l'équipe travaille 24 sur 24. On n'a pas failli à notre bien sûr, tâche et bien sûr notre mission et notre objectif, bien sûr, c'est de sauver. Le corps médical, notre armée blanche mobilisée, tant pour la crise sanitaire comme pour cette catastrophe malheureusement criminelle, préméditée. Donc cette vague d'incendie qui a touché 18 wilayas. Le bilan, bien sûr, sera malheureusement revu à la hausse puisque le docteur Hadji nous parle de grands brûlés, de brûlés de 3e degré. Mohamed Haouchi, vous êtes avec nous toujours? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, vous avez parlé de grands brûlés. Alors,
avant justement de parler de ces brûlés malheureusement, comment est l'ambiance sur place à Tizi Ouzou? Les citoyens sont affectés, j'imagine, oui, vu le bilan des victimes qui est quand même lourd, conséquent. Bah, écoutez, le CHU de Tizi Ouzou est une véritable fourmilière. J'ai eu à le constater en tous les cas cet après-midi. On a dressé un chapiteau géant, tout cela pour trier les malades. Bien évidemment, comme vous l'avez si bien dit, on nous a annoncé 77 citoyens brûlés à quelques degrés. Troisième degré, c'est ce qu'on appelle les grands brûlés, notamment dans la région de l'Alban et Tiletnet. C'est ce que m'a confié, bien évidemment, le docteur Abdelrahman Nammar, directeur des activités pédagogiques et médicales du CHU de Tizi Ouzou, dans la mesure, et ça a été confirmé d'ailleurs par le conservateur des forêts, M. Youssef Ould Mohamed, dans la mesure où vous savez que le feu a atteint les localités, les immeubles, les maisons, et dans la ville de l'Alban et Tiletnet, et dans de nombreux villages de la terre, notamment le grand village de Taouli Temporan, comme son nom l'indique. Taouli Temporan, vous savez que c'est le plus grand village de la wilaya de Tizi Ouzou, dont des maisons ont été happées malheureusement, et c'est ce qui fait que les jeunes surtout ont essayé de lutter contre le feu, bien évidemment, au risque de leur personne, au péril de leur vie, bien évidemment, beaucoup de brûlés. Et là, on a déjà, c'est ce qu'on nous a confirmé au niveau du CHU de Tizi Ouzou, 17 malades ont été déjà transférés au niveau d'Alger hier, et puis ce matin au niveau de l'hôpital des Grands Brûlés de Douala, bien évidemment, et surtout parce qu'on rappellera... Pour désengorger le CHU de Tizi Ouzou. Tout à fait. Réquisitionner justement cet établissement pour abriter les nombreux brûlés qui viennent de Tizi Ouzou, mais aussi d'autres wilayas, de Batna, de Blida, de Tipaza, de Tiaret, bien évidemment. Tout à fait. Alors, entre les malades de Covid et ces grands brûlés qui sont acheminés dans d'autres wilayas que celle la plus touchée, donc que c'est Tizi Ouzou, ça ne doit pas être évident. Alors, Mohamed Haouchine, vous restez avec nous. Je vous propose, chers téléspectateurs, ainsi qu'à vous, Mohamed Haouchine, de suivre cette intervention du docteur Mohamed Mortari, directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou, pour nous parler de la prise en charge de ces malades, de ces grands brûlés dans cette région la plus touchée. Alors, comment les hôpitaux s'organisent? Le docteur Mohamed Mortari nous répond. Il est au micro de notre envoyé spécial, Saïd Felak. Directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou, Mohamed Mortari, bonsoir. Comment est la situation actuellement au sein des hôpitaux de la wilaya de Tizi Ouzou? Je vous remercie. مرحبا بكم. أولا أود أن باسمي الخاص باسم السيد الوالي السيد الوزير أن أترحم على شهداء ضحايا الحرائق الأخيرة وكل ضحايا الكورونا. Comme vous le savez bel et bien que le secteur de la santé, ça fait plusieurs mois qui est mobilisé en H24 et avec la pandémie du Covid, surtout ces derniers mois, comme vous le voyez bel et bien, la poussée de la troisième vague. Et là, on se retrouve depuis 3 jours, suite aux incidents, aux différents points d'incidents de forêt, aux différents points de la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis le premier moment, un plan ORSEP a été déclenché. Et tous nos potentiels humains et matériels, le secteur public et privé a été mobilisé pour la prise en charge de tous ces blessés. Justement, en parlant des mesures prises, on peut parler de mesures draconiennes extraordinaires pour accueillir les blessés, surtout que les incendies font actuellement rage dans la région. Tout à fait, comme je l'ai dit, le plan ORSEC a été déclenché dès 2008 et toutes nos équipes ont été réquisitionnées, que ce soit le secteur public ou privé. Il y avait une cellule qui était d'abord de façon installée H24 au niveau de la DSP et une nouvelle cellule au niveau du siège de la wilaya, les cellules de crise et qui est gérée de minute à minute. Tous nos potentiels, que ce soit sur le plan de logistique, nos ambulances, que ce soit du public ou du privé, tout le monde a rejoint son poste de travail et la prise en charge se faisait de façon rapide. On accueillait les blessés dans différentes structures, que ce soit les polycliniques pour les premiers soins et tous les établissements ont accueilli les blessés. Vous pouvez nous en dire plus sur ces blessés? Est-ce qu'il y a des blessés graves? Comment est la situation pour ce qui est de ces blessés? Bien sûr, vous savez bien que
que les incendies et les brûlures sont graves. Effectivement, ça nous a surpris les premiers jours, mais dès le premier moment, tout le monde était mobilisé. Tout le monde est mobilisé. On a même mobilisé le potentiel des autres villages. Je remercie mes collègues de Boumerdès qui ont mobilisé leurs équipes, leurs SAMU. Je remercie la société civile, sa solidarité. Et aussi mes collègues qui ont rejoint. Tout le monde a rejoint son poste de travail. Et il y avait, sans oublier les équipes qui sont venues de différents points de régions de pays. L'équipe de Douira qui est arrivée hier, l'équipe aussi de Douira en chirurgie plastique. Je les remercie pour cette solidarité. Monsieur Djemal Rahim, des citoyens mobilisés, mais aussi un corps médical plus que jamais mobilisé, crise sanitaire. Aujourd'hui, ces feux de forêt dévastateurs. Et bon, je dirais, c'est ça le génie des Algériens. C'est au moment des crises qu'on enregistre ce réveil patriotique qui nous laisse perplexes à travers toutes les actions qui sont menées à travers toutes nos wilayas. Ce qu'on constate actuellement sur les réseaux sociaux, c'est un groupe de jeunes qui se consolident en très peu de temps. Et qui se portent volontaires à apporter de l'aide, de l'assistance, de l'accompagnement. L'organisation qu'on est région et la Jamaat a démontré son efficacité, soit dans le cadre de l'achat des aides au moment opportun, soit dans le cadre de la lutte contre les incendies qui en préparent aussi. Moi, je dirais que si ce n'était pas cette organisation, le drame aurait été plus important que ça. Donc, nous consolidons ce qui a été fait. Nous demandons aux gens de collaborer et de faire un travail ensemble avec les autorités locales à travers soit les comités de solidarité qui sont organisés actuellement afin de nous permettre d'acheminer les aides au moment opportun et l'aide nécessaire aux familles. Et je pense que à travers ça, l'Algérie, Inch'Allah, redeviendra plus forte. Je pense que cet élan de solidarité va être pris en charge d'une manière adéquate par la société civile et va nous pousser à réfléchir mieux. Et on dira en fin de compte que à ceux qui parient sur la déstabilité de l'Algérie, ils n'auront jamais gain de cause parce que l'Algérie actuellement est en train de s'unir. Ce travail qui est en train de se faire, cet élan de solidarité démontre que l'Algérie est toujours unie, que ce qu'on voit à travers cette jeunesse, cet engouement à participer au travail qui se fait. Donc, nous demandons aux gens maintenant d'être plus sereins, d'apporter les aides soit au comité et soit au niveau des endroits qui vont être désignés afin d'acheminer ces aides qui nous permettra d'être toujours présents. Et je dirais même que toute cette délégation, cette délégation ministérielle qui a été dépêchée sur le lieu afin d'assurer les gens que tout sera fait afin de permettre la maîtrise en premier lieu de ces feux et de penser par la suite à créer, soit de mettre en place un programme adéquat pour faire face aux besoins des populations. Totalement. Alors vous parliez... Nos cellules, j'assure que les cellules de proximité qui sont connues et qui se composent d'une équipe pluridisciplinaire sont là, présents H24 afin d'apporter. Des psychologues aussi. Les psychologues. Moi je dis au niveau de chaque cellule il y a un psychologue, mais je lance aussi un appel à tous les psychologues des établissements spécialisés à se joindre à cet effort. Même les autres psychologues de ces régions peuvent contribuer aussi à, je dirais que le plus important maintenant, c'est d'essayer d'apporter de l'assistance psychologique à cette population, aux enfants, afin de minimiser les causes néfastes de ce drame. Et on va ensemble, Inch'Allah, à être
au moment opportun, d'apporter l'assistance, surtout l'assistance psychologique, aux enfants et aux femmes. Et Aux gens qui ont perdu des proches aussi. Et oui, parce que c'est ça notre drame, c'est les pertes humaines. Lorsqu'on parle de pertes matérielles, on dit qu'on peut les remplacer, mais l'être humain restera toujours un être humain plus cher. Les Algériens aussi se penchent vers ce drame. Ils disent que cela nous pousse aussi à être très vigilants et d'être vigilants et rejoindre aussi qu'il est de notre responsabilité d'aviser les autorités. On constate qu'il y a des anomalies, des anomalies ou des comportements qu'on juge que ce n'est pas des comportements normaux. On doit aviser les autorités, soit les autorités, soit les services de sécurité, soit à travers nos plateformes, d'aviser s'il y a des anomalies constatées. Totalement. Alors, Jamal Rahim, on vous parlait tout à l'heure de groupes qui ont vu le jour, qui se sont vus naître très rapidement, donc la nuit du mardi, donc entre lundi et mardi, les numéros de téléphone sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, encore Twitter, plusieurs adresses sont données, plusieurs numéros de téléphone sont donnés, indiqués pour aider ces familles sinistrées. Des salles des fêtes, des écoles, des bibliothèques ouvrent leurs portes pour accueillir ces gens. Même des familles ont offert totalement leur maison. Leur logis. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le citoyen, on peut parler de responsabilité du citoyen, un citoyen responsable? Et c'est ça ce qu'on veut réellement faire, entendre aux gens, que la société civile est aussi responsable de l'organisation de la société algérienne. Notre part de responsabilité est ainsi vue par l'ensemble des Algériens comme responsabilité civile. Donc c'est pour ça que je dis maintenant que sauvegarder l'Algérie est la responsabilité de tous les Algériens. Donc on doit faire face à cette situation avec plus de sérénité, et je suis très sûr qu'à travers tout ce qu'on constate actuellement, à travers soit des actes de solidarité qui sont menés par soit les autorités locales, soit par la société civile, vont permettre en fin de compte à minimiser au maximum, je dirais, les résultats néfastes de ce drame qui vient de frapper l'Algérie. Tout à fait. Merci à vous, Jamal Rahim. Alors, vous restez bien sûr avec nous. On reviendra vers vous ainsi qu'avec vous, Monsieur le procureur général d'Alger, Sidi Ahmed Mourad. Alors, on va joindre du côté de toujours Tizi Ouzou, donc Mohamed Lounis, le président de l'APC de l'Erba'a Nefelafen. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, vous allez bien? Les spectateurs, oui. Bah, vous allez bien physiquement? Je pense que oui, mais moralement, je pense que le moral... On est comme on dit. Bah, oui, tout à fait. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se fait au niveau de votre village? Bon, merci d'abord de votre attention. Donc, ce qui s'est passé, ça ne concerne pas uniquement un village, ça concerne toute une localité, une circonscription, une commune, avec ces 6 journées apocalyptiques par rapport au feu de forêt déclenché depuis lundi soir. Donc, nous sommes en 3e jour. Je considère que c'est une situation apocalyptique dans la mise de l'eau. Pas moins de 10 villages ont été touchés par les feux de forêt. Ils ont été touchés par des feux de forêt. Oui. Ce qui a généré quand même occasionné des dégâts matériels très importants, en plus de la perte des vies humaines. Donc les villages les plus touchés sont nous avons été Faraha, Tatali, Taourif, Khlijen, Azouza, Bakantara, Agmoun. Oui. Ce sont des villages les plus touchés. Par la suite, le feu s'est étendu vers d'autres villages en temps. Aboudir, Firat el-Hadjali, Rafenson. Si ce n'est la mobilisation des citoyens avec la contribution en fonction des moyens dont disposent les services de la protection civile, ça aurait été une hécatombe. Donc, la situation telle qu'elle est décrite, elle nous laisse perplexe, et quand même la situation... C'est regrettable d'occasionner des dégâts pareils, aussi bien pour la population, pour les familles endeuillées, que pour la perte sur le plan économique, sur le plan agricole,
plan matériel, sur le plan... Totalement. Alors, Monsieur Mohamed Lounis, justement pour porter aide et assistance à ces personnes-là, est-ce que c'est des actions bénévoles de la part des citoyens de la localité de l'Arba'a al-Nafilatin, ou bien vous travaillez aussi en collaboration avec les autorités locales? Moi, je suis maire de l'Arba'a, et je rends hommage à la population qui est incarnée, qui est représentée dans le cadre de la société civile, incarnée par les comités de village, les comités de cité, les bénévoles. Donc, si ce n'est, je l'ai dit tout à l'heure, si ce n'est la volonté, la mobilisation, l'adhésion citoyenne, la situation aurait pu être plus critique. Parce que si ce n'est leurs efforts qui consistent à évacuer des maisons, à maîtriser le feu, à distribuer les dons alimentaires, ça ne serait pas facile de gérer une telle hécatombe dans un climat de psychose et de panique générale. Donc, je rends hommage encore une fois pour toutes ces personnes qui ont contribué à la maîtrise de ces feux inédits dans les annales des feux de forêt. Merci Mohamed Lounis, merci d'avoir été avec nous ce soir. Donc je précise que nous étions avec vous par téléphone. Alors vous êtes président de l'APC de la localité l'Arba'a al-Nafilatin. Merci à vous. Alors Jamal Rahim, beaucoup de choses se font aussi à niveau interne, au niveau des villages, des gens qui ont tout perdu mais qui continuent d'aider d'autres personnes qui ont également tout perdu. Ils travaillent main dans la main. Donc voilà, on ne cessera de rappeler cet élan de solidarité, ce travail en collaboration, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, comme nous l'a précisé le procureur général d'Alger, mais aussi à toute échelle, donc à l'échelle citoyenne. Et oui. Donc c'est ça qui a peut-être... Vous avez un message à leur donner, ces gens, pour les encourager peut-être aussi? Oui, moi je dirais que toute l'Algérie est solidaire avec ces zones qui sont sinistrées actuellement, et que tout cet élan de solidarité doit être consolidé et valorisé aussi. Et structuré aussi. Et structuré par vous. Enfin, oui, c'est pour ça que j'ai lancé mon appel en disant que toutes les aides doivent être acheminées dans des endroits qui sont fixés par les autorités locales afin de permettre de faire de l'acheminement et la distribution de ces aides au moment opportun. Et aussi, on a fait preuve qu'il y a un besoin en médicaments. Donc, moi, je dis que même les structures de la santé actuellement sont en train de faire leur travail. Et l'ensemble des Algériens actuellement font preuve de cette générosité et de ce génie d'être unis au moment de ces crises. Et en fin de compte, je dirais qu'il faut valoriser et consolider cet élan de solidarité afin de nous permettre de sortir de cette situation de crise dans le plus bref délai, afin de nous permettre, en tant que secteur de la solidarité nationale et les autres secteurs ministériels, d'apporter les corrections nécessaires et d'apporter les solutions et le développement durable de ces zones, afin de nous permettre de faire preuve aussi de vigilance, afin que ces feux de forêt ne se répètent plus dans d'autres endroits. Et je dirais toujours la vigilance. Et de mise, que ce soit sanitairement ou aussi au niveau... Donc, par rapport à ces feux de forêt. Merci Jamal Rahim d'avoir été avec nous, merci beaucoup. En tout cas, c'était un honneur de vous recevoir. Donc je tiens à préciser et je rappelle que vous êtes conseiller auprès du ministère de la Solidarité nationale. Alors monsieur le procureur général d'Alger, Sidi Ahmed Mourad, un dernier mot peut-être, rien que pour rappeler les peines encourues par ces criminels que vous avez qualifiés, je le rappelle, de terroristes aussi. Je profiterai, peut-être pour une deuxième fois, je profiterai de cette opportunité que vous nous offrez par rapport à l'élan de solidarité, de faire un appel et de faire un appel aux témoins, surtout les témoins. Vous savez, ce qui nous tient à cœur, c'est que la vérité puisse jaillir et que des pensées puissent se tenir de la manière la plus efficace possible. Donc je me permets, à travers l'estrade que vous nous offrez, d'appeler à cette conscience
Il faut que les personnes qui savent quelque chose, les personnes qui sont au courant de certaines choses, puissent les communiquer aux autorités compétentes. Est-ce qu'il y a des numéros qui vont être installés, des sites web Donc il y a la gendarmerie qui a son numéro vert, il y a la DGSN qui a son numéro vert, il y a les procureurs de la République, le procureur général qui a ces jours de réception, qui reçoivent tous les jours, qui reçoivent les citoyens. Il ne faut pas avoir peur. Il faut permettre à ces familles qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu des biens, qu'il faut leur permettre de faire leur deuil tranquillement et qu'ils puissent savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est très important de savoir ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle dans le deuil d'une famille. C'est très important. Donc j'en appelle aux consciences. Les pouvoirs publics sont là, sont à l'écoute. Nous ne sommes pas à la recherche du diable, mais nous sommes sur des enquêtes et sur des faits criminels qui sont avérés, qui sont là, les faits sont là. Donc je dis et je le répète, j'en appelle aux consciences. Et pour une dernière peut-être option sur le plan judiciaire, je dirais que si les enquêtes consolident des faits à caractère criminel sur des modus operandi qui ont été établis, pensés, réfléchis, je l'avais dit tout à l'heure que c'est des faits qui peuvent être classés des actes terroristes. Donc je rappellerai que le parquet de la République de Sidi Mohamed est compétent. Nous avons une juridiction spécialisée en matière d'antiterrorisme, l'antiterrorisme. Nous avons ce qu'on appelle le pôle spécialisé en matière de crimes transnationaux et de crimes organisés. Ce qui fait que les enquêtes sont en cours et la réponse pénale va se dessiner et va maturer à travers le résultat de ces enquêtes. Mais ce qui est très important pour nous, c'est d'appeler aux consciences et de faire cette communion autour de tous ces acteurs qui agissent, ces acteurs qui agissent dans le cadre de cet élan de solidarité qui est destiné en faveur de ces populations et bien sûr des acteurs qui sont en train de rechercher effectivement cette vérité, de rechercher exactement quels sont les commanditaires, quels ont été leurs objectifs, le pourquoi de la chose, pour permettre bien sûr de mettre en place cette réponse pénale de la manière la plus correcte possible, de la manière la plus posée. Et ce n'est que la population qui peut nous apporter ce plus qui est tant attendu. Et je le disais tout à l'heure, permettre à ces familles de faire le deuil. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous, monsieur le procureur général d'Alger, monsieur Sidi Ahmed Mourad. C'était un honneur de vous recevoir. C'est la fin de ce numéro dédié aux feux de forêt qui ravagent depuis lundi plusieurs wilayas du pays. 18 ans, on le rappelle, un dernier bilan qui fait état pour l'instant de 65 morts, dont 37 civils et 28 militaires. Nos condoléances aux familles des victimes. Merci à nos correspondants de Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, qui nous fait un point de la situation heure par heure. On remercie également l'économiste et enseignant universitaire Mohamed Achir. Nos remerciements au président de l'APC à l'Erba'a, Nathirathen Mohamed Lounis, et également notre collègue Saïd Felak, notre envoyé spécial sur place à Tizi Ouzou, qui a donc interviewé le médecin pour nous parler de la prise en charge bien sûr des hôpitaux. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial consacré aux feux de forêt qui ont touché plusieurs wilayas. D'autres numéros vous seront présentés en tout cas dans les prochains jours pour vous tenir au courant des derniers développements de cette situation qui touche tant notre pays, qui surtout nous concerne tous. Belle soirée à tous et à très vite.